Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vais pas imiter les guignols, hein, mais Bertrand Delanoë était un mauvais maire? Bertrand Delanoë est un maire qui a fait un premier mandat assez dynamique, avec un certain souffle, des choses nouvelles, et puis il y a eu une rupture qui a été l'échec aux Jeux Olympiques. Il était sur une trajectoire personnelle, hein, il avait envie de prendre le Parti socialiste dans la foulée d'une décision favorable à Paris pour les Jeux Olympiques, peut-être un jour d'être président de la République, ça a raté. Et du coup, son deuxième mandat a été beaucoup plus terne. On sent moins de désir du maire, moins de présence, et pour tout dire, moins de projets en fait. Voilà si je devais porter un regard. Et pour le reste, écoutez, mais je vais pas, c'est pas à moi de noter, c'est les Parisiens qui diront. Moi je vous donne ce que je ressens et ce que je ressens aussi dans la discussion avec les Parisiens qu'ils aient voté ou pas pour Bertrand Delanoë, en général ont un jugement plutôt clément sur le premier mandat et un jugement plutôt sévère sur le second, avec le sentiment qui est d'ailleurs partagé par un certain nombre d'adjoints de l'équipe sortante. C'est sorti un peu dans la presse que le deuxième mandat a été consacré surtout à de la gestion au jour le jour, ce qui est un problème dans un monde dans lequel les capitales, les métropoles se livrent une concurrence effrénée, parce que ça veut dire, ça explique pourquoi on perd du terrain quand on est moins dynamique tout simplement, quand il y a des sujets de fond, des sujets importants qui sont pas résolus, comme la sécurité, comme la propreté, quand il y a une fuite en avant sur la fiscalité, on perd des places. Voilà, on perd de l'attractivité. Il a tenu sa parole, il a dit pas plus de 2 mandats, il ne fait pas plus de 2 mandats. Si vous êtes élu maire, vous faites combien de mandats? Alors ça, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, j'en sais rien. Je fais un premier mandat. Moi, je m'engage sur une chose. Je fais un premier mandat entièrement, à fond, en y mettant toute mon énergie. Vous dire où je serai dans 15 ans, je suis sûr d'une chose. J'ai pas 15 ans? Dans combien? Dans 15 ans, ça fait combien de mandats, ça, dans 15 ans? Ça fait plus de 2. 2 et quelques. Oui, 2 et quelques. Jean-Jacques Bourdin. Donc, pour dire très clairement les choses, j'ai pas du tout l'âme d'une retraitée précoce. Mais alors, pas du tout, vous voyez. Le genre retraité jeune, ce sera pas moi. 3, 4 mandats, pourquoi pas? Je vous dis ça parce que vous êtes jeune, justement. Je vais vous dire une chose, je m'arrête dans mes mandats ou dans mes engagements quand je n'ai plus l'énergie. Moi, c'est d'ailleurs la réponse que je vous fais à propos de Bertrand Delanoë. Le premier mandat, il y a des choses qui ont bougé. Le deuxième mandat, manifestement, il avait beaucoup moins envie. En effet, on a envie de dire, il était temps. Est-ce que vous vous engagez sur le nombre de mandats? L'énergie. Donc vous continueriez. Je vous ai répondu. Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes encore député de l'Essonne? Parce que député, c'est un mandat national, que je porte un certain nombre Mais vous avez le temps d'être député en ce moment? Bien sûr, je le fais. Je le fais avec toute l'énergie. Non, je ne cumule pas. Jacques Bourdin, moi, contrairement à ma concurrente socialiste qui se déclare contre le cumul des mandats, qui en quelque sorte professe des principes mais ne les pratique pas, qui cumule un poste premier adjoint, multiplication de responsabilités, un poste de conseiller régional. Moi, je ne cumule pas, je n'ai qu'un seul mandat et je l'ai dit aux Parisiens, s'ils me font confiance comme maire de Paris, s'ils me choisissent, je démissionnerai immédiatement mon mandat de député et je n'aurai toujours qu'un seul mandat qui sera celui de maire de Paris. Moi, mes principes ne sont pas comme les socialistes, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On va revenir à Paris, on va revenir à l'actualité parisienne, mais il y a aussi une actualité nationale. Un mot quand même sur votre meeting avec Nicolas Sarkozy, c'était lundi. S'il est candidat en 2017, Nicolas Sarkozy devra-t-il passer par les primaires? Moi, j'ai poussé le principe des primaires dans la campagne parisienne. Je trouve que les primaires, quand il y a vraiment débat, si vous voulez, quand la question existe, ou tout simplement quand on a envie d'impliquer les électeurs de façon précoce dans l'élection, ce qui était mon cas à Paris, de leur proposer d'être présent en quelque sorte dans le choix dès le début, je trouve que c'est une bonne solution. Après, c'est un peu tôt pour dire maintenant si ça aura du sens en 2016. Et je vais vous dire un truc. Je ne veux pas de cette réponse parce que chacun s'engage. Les proches de Nicolas Sarkozy disent non. C'est pas vous qui François Fillon, c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi, mais moi je vous demande des réponses. Vous choisissez les questions. Oui, mais vous choisissez de ne pas répondre. Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous dis que je suis plutôt pour le principe des primaires. Donc Nicolas Sarkozy, oui. Je vous dis que je trouve ça absurde de décider aujourd'hui de la question de savoir si en 2016 il y aura vraiment débat, parce que les primaires, elles ont un sens s'il y a des candidatures. Vous avez bien un avis sur la question, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais c'est pas à moi d'avoir un avis. Ça dépendra de savoir s'il y a des candidatures. Ça dépendra de savoir s'il y a vraiment débat. Et je finis, si vous vous permettez, sur le sujet. Qu'on parle tellement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, de 2016 et de 2017. Non, c'est vous qui en parlez. Vous l'avez accueilli
accueilli les bras ouverts, en grande pompe avec toutes les chaînes de radio et de télévision. Bien sûr, c'était un geste d'amitié fort. Les gestes sur les chaînes de radio et de télévision n'étaient pas informés, elles étaient là pour le meeting, j'étais heureuse qu'elles puissent. Informées, elles savaient, on l'a dit ici dès le matin. Écoutez, si vous aviez eu des indiscrétions, mais il n'y avait pas eu de communication particulière sur le sujet. Mais je reviens sur cette manière dont vous avez perpétuellement, dans tous les interviews, pas seulement vous, posé des questions sur 2016 et 2017. Et je vous parle pas du meeting qui se passe en 2014, je vous parle de 2016 et 2017. Pour moi, ça dit une chose, ça dit... et c'est assez dramatique, hein. C'est dramatique pour la France, je veux dire. Ça dit la situation dans laquelle on est tous aujourd'hui vis-à-vis du président de la République. C'est-à-dire, c'est comme si la question de François Hollande était entre guillemets réglée. C'est-à-dire, il y a un tel désaveu, il y a un tel manque d'adhésion, il y a une telle déception, il y a un tel sentiment. Attendez, il y a un tel sentiment qu'il se passe rien, qu'il n'est pas au rendez-vous de la fonction, qu'il n'est pas au rendez-vous de la responsabilité, que tout le monde est en train de se poser la question déjà de 2016 et 2017. Moi, je voudrais qu'on évite que les années qui viennent soient des années perdues pour la France et des années perdues pour Paris. Bien. Et c'est pour ça que je me bats pour faire changer les choses dès le mois de mars à Paris. Si l'UMP existait comme opposition, peut-être qu'on parlerait de l'UMP d'aujourd'hui et non pas du candidat de demain. Moi, je vous parle pas de l'UMP. Moi, je vous en parle. Je vous parle de la possibilité de changer les choses maintenant et dès le mois de mars. Je vous repose la question. Est-ce que Nicolas Sarkozy devra passer par les primaires s'il est candidat? Et je vous refais la même réponse. Je suis pour le principe favorable aux primaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai même promu à Paris. Et c'était la première fois, parce que je l'ai promu, et c'était la première fois qu'il y avait des primaires ouvertes dans une grande ville. Et en même temps, 2 ans avant, je trouve ça complètement absurde de porter un jugement définitif, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura des candidats et qu'on ne sait même pas si ça aura du sens. Oui, bien sûr, dit François Fillon, qui était avec moi lundi. Ouais. Et ça vous laisse bon. Ça me laisse complètement froide. On a des élections complètement. On a des élections dans 5 semaines. Il n'y a pas un Parisien qui m'interpelle dans la rue en me posant cette question angoissante de savoir s'il y aura des primaires ou pas en 2016. On s'en moque, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Dites-moi, il paraît que vous avez été assez dur avec Bernadette Chirac à Sciences Po parce qu'elle aurait soutenu Xavier Tibéri, rendu hommage à Xavier Tibéri. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on m'a rapporté. Mais écoutez, c'est faux. D'abord, j'aime beaucoup Bernadette Chirac. C'est quelqu'un pour laquelle j'ai une grande amitié et j'apprécie toujours beaucoup son soutien. Elle est venue me soutenir à plusieurs reprises lors de la primaire dans cette campagne. On a voulu quand elle soutient Xavier Tibéri, les Tibéri, le fils, les parents. C'est faux justement, Jean-Jacques Bourdin. Elle le soutient très bien. Bon. Mais non, elle a répondu à une question de savoir qui concernait son histoire politique. Elle a répondu à une question de savoir, une question qui concernait son histoire politique, de savoir quelle était sa relation avec Xavier Tibéri. Et elle a répondu sans relation absolument avec la dissidence de Dominique Tibéri, dont d'ailleurs, au moment où elle a répondu, elle l'avait pas en tête, parce que c'était juste pas le sujet du moment. On était en train de visiter un hôpital dans lequel elle avait travaillé avec son opération des pièces jaunes. Elle est ailleurs. Et on était dans un hôpital, Jacques Bourdin. On était en train de travailler sur la question de l'accueil des parents des enfants hospitalisés. On n'était pas du tout en train de parler des dissidences à Paris. L'interprétation qui a été faite de ces propos comme étant un soutien à un dissident, etc., était évidemment complètement absurde. Et elle l'a dit d'ailleurs. Mais évidemment, dans ce genre de cas, les propos ces propos-là intéressent moins la presse. Bien. Toujours la faute de la presse, j'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi. Je dis ce que je pense, c'est bien le droit. Oui, vous avez le droit. Vous ne gênez pas, vous, en général. Non, je ne me gêne pas. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration comme le propose Christian Estrosi? Moi, je suis favorable à la mise en place de quelque chose qu'on avait commencé à élaborer, mais je trouve qu'il faudrait aller plus loin, qui est le vote annuel des conditions au niveau du Parlement, des conditions de l'immigration. Quelles sont les possibilités d'accueil en fait? Une sorte de quota, quoi, en quelque sorte. Mais c'est pas seulement ça, c'est réfléchir collectivement et essayer de trouver un consensus sur ce que sont à la fois nos capacités d'accueil et d'intégration et ce que sont aussi nos besoins, les besoins de notre économie. Ce qui est finalement, ce qui est bon pour nous collectivement et possible pour ceux que nous accueillons, pour pouvoir bien les accueillir. Autre sujet d'actualité, je voulais avoir votre avis. La polémique autour du livre Tous à poil. Vous en pensez quoi de cette polémique? N'est-elle pas un peu stérile? Je vais vous dire, si d'une certaine manière. Sur ce sujet, si je devais résumer ma position de formule, je vous dirais que je suis contre la confusion des genres et pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que il y a l'idée d'aller faire entrer les idéologies à l'école ou d'aller organiser il y a quelque chose d'un peu artificiel derrière tout ça. Pour moi, amener les enfants à se sentir autorisés à adopter des conduites non stéréotypées.
pour moi, ce l'école... que disait l'UMP, c'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement. Quoi. Enfin, vous êtes... Non, c'est pas exactement la même chose. Pour moi, l'école, c'est le lieu de l'égalité des chances. Oui. L'égalité des chances, ça passe bien sûr par l'égalité des sexes, ça passe aussi tout simplement par les apprentissages. Vous voyez, je suis un peu choquée de voir que ça fait des semaines et des mois maintenant que le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale nous proposent en fait des sujets de détournement. Donc on nous parle de la théorie des genres, après nous avoir imposé la réforme des rythmes scolaires, une réforme qui ne marche pas du tout, une réforme qui est une vraie catastrophe en termes de rythme pour les plus petits, qui est finalement peu intéressante pour les plus grandes en termes d'activité, qui coûte très cher, de l'argent qui aurait été mieux utilisé autrement, mieux utilisé pour créer des crèches. 80 millions d'euros en rythme annuel, 80 millions d'euros, c'est plus de 1000 places de crèches. De l'argent qui aurait mieux été utilisé au service de l'égalité des chances, mais vraiment en mettant plus de moyens dans des écoles dont certaines sont aujourd'hui en train de devenir des écoles ghetto, avec les parents qui ont les moyens, qui retirent leurs enfants parce que c'est une réalité, y compris dans certains quartiers à Paris. Pour moi, c'est ça les urgences de l'éducation nationale, et en particulier les urgences de l'éducation nationale à Paris. Cette réforme des rythmes scolaires, elle est ratée, elle s'est faite contre les parents, elle s'est faite contre les enseignants. Il faut vraiment remettre l'ouvrage sur le métier, et c'est beaucoup plus important que tous les débats dans lesquels on cherche à nous enfermer par ailleurs. Oui, ou dans lesquels vous vous enfermez vous-même en brandissant des livres. Tout ça. Pas vous. Je parle de l'UMP, mais je vais pas... Jean-Jacques Bourdin, ça fait 6 mois que le ministre de l'Éducation nationale nous sert des choses, mais est-ce que Jean-François Copé a eu tort? Je vous pose franchement la question. Il a eu tort ou raison? Pour moi, l'enjeu sur la campagne de Paris, c'est la réforme des rythmes scolaires. Oui, mais je vous pose la question. Il a eu tort ou raison de brandir ce livre tous à poil? On peut pas laisser s'installer l'idée que l'école devrait être... On ne peut pas laisser s'installer l'idée que l'école pourrait être ou devrait être le lieu... Donc il a eu raison. Il a eu raison. Jean-Jacques Bourdin, ça vous intéresse pas ce que je vous dis en fait? Mais ce qui m'intéresse, c'est une réponse. C'est pas un faux fuyant. Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout le monde a tort depuis 6 mois, quel qu'il soit, de se focaliser sur des faux sujets, alors que le sujet, c'est d'abord revenir sur cette réforme des rythmes scolaires, qui est une réforme absurde et de laquelle nous souffrons au quotidien. Et quand il est question d'autre chose, mettre en place l'égalité des chances pour tous. Ça veut dire entre les garçons et les filles, ça veut dire aussi entre les différentes écoles. C'est un sujet aujourd'hui à Paris qui est en souffrance. On va parler de Paris. Est-ce que les taxis subissent une concurrence déloyale à Paris? C'est... Bon. Oui ou non? Attendez, d'abord, les Parisiens aujourd'hui subissent toutes les peines. C'est-à-dire qu'ils ont, pour ceux qui cherchent un taxi ou pour ceux qui cherchent une voiture, le plus grand mal à en trouver. Et en plus, ils sont confrontés à la grève, au blocage. Donc moi, je voudrais d'abord, si vous le permettez, avoir une pensée pour les Parisiens, parce que c'est ceux, aujourd'hui, qui sont confrontés à toute la problématique. Après, sur le débat entre les taxis et les VTC, c'est normal que quand il y a des charges différentes, il y ait des obligations différentes. Ça, c'est logique. Il ne faut pas qu'on se retrouve, sinon c'est de la concurrence déloyale. Donc c'est normal qu'il y ait un encadrement différent des deux activités. Mais le fond du problème aujourd'hui à Paris, pour moi, c'est pas ça. C'est les embouteillages dans lesquels les taxis passent leur journée. Je vais rentrer dans le détail. Vous demandez au chauffeur de taxi, la moyenne des courses d'un chauffeur de taxi, il y a quelques années, c'était 20 courses par jour. C'est pas un chiffre au doigt mouillé. C'est les taximètres qui vous disent ça. Donc c'est un chiffre qui est vraiment officiel. Ça n'est pas modifiable, ça n'est pas traficable. 20 courses par jour. Aujourd'hui, c'est 12 courses par jour, en travaillant la même durée. Or, le tarif du taxi, c'est un tarif ce qu'on appelle eurokilométrique. C'est-à-dire que si le taxi roule pas, il fait moins de bénéfices. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi gagnent moins leur vie qu'avant, tout en travaillant autant, parce qu'ils passent leur vie dans les embouteillages. Donc est-ce qu'ils subissent une concurrence déloyale? Attendez, c'est pas bon pour eux, et c'est pas bon pour les Parisiens, pour les touristes, pour tous ceux qui ont besoin d'un taxi. Donc l'urgence, Jean-Jacques Bourdin, c'est de faire en sorte, et non pas de régler le problème des VTC ou des taxis. C'est de faire en sorte que les taxis puissent rouler. Et il y a des choses simples à faire que je propose et rapides. Par exemple, avant, vous aviez une voie réservée sur l'autoroute A1 pour pouvoir rallier rapidement Roissy à Paris. Honnêtement, en plus, pour l'accès des touristes, c'était bien meilleur. Parce qu'aujourd'hui, ils se prennent les embouteillages, éventuellement dans le tournant, ils se font dévaliser. Moi, je propose qu'on remette en place sur les autoroutes d'accès à Paris une voie réservée, taxi et covoiturage. Quand on sort de Roissy, il y a un endroit dangereux. Oui, mais attendez, ça peut arriver quand c'est les touristes et que c'est leur premier contact avec Paris. C'est quand même un problème. Deuxième exemple. On a développé toutes sortes d'aménagements à Paris.
en disant que c'était pour les bus et les taxis, les couloirs de bus. Moi, je suis favorable, en général, aux couloirs de bus. Il y a des aménagements qui sont absurdes et qui sont idéologiques. Il faut avoir le courage, là aussi, de les remettre en cause. Le boulevard de Magenta, le boulevard Saint-Marcel, le boulevard du Montparnasse. Personne ne sait, y compris ceux qui sont supposés en être bénéficiaires, les chauffeurs de bus et les taxis, personne ne sait quel esprit compliqué à imaginer des aménagements pareils qui en plus sont dangereux. Ben non, c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin. Nathalie Kosciusko-Morizet, alors je dis c'est vrai. Est-ce que les taxis subissent une concurrence déloyale? Ben, je vous le dis, quand ils sont, quand il y a la possibilité. Les VTC leur faut une concurrence déloyale ou pas? S'il y avait la possibilité, et vous savez bien que c'est contentieux pour les VTC, par exemple, de prendre à la volée avec des charges différentes. Oui, il y aurait au gouvernement précédent. Mais attendez, mais moi je suis pas contre les VTC. Je pense que de toute façon, toutes les politiques qui ont consisté dans les différents secteurs à lutter contre l'émergence du numérique et l'émergence des nouveaux services, que c'était dans la musique, dans l'édition, dans l'hôtellerie, quand on est juste dans le défensif, on gagne pas. Il faut tout simplement réussir à faire en sorte que l'émergence des outils numériques, ce soit une offre complémentaire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème d'embouteillage. Si on est toujours sur le même gâteau, si les voitures elles roulent pas, que ce soit les VTC ou les taxis, de toute façon, ils pourront se battre jusqu'à l'infini entre eux. On trouvera pas de solution parce que ça roulera de moins en moins. L'enjeu, c'est plutôt d'élargir les gâteaux pour faire en sorte que les gens puissent se partager. J'ai une autre question. À la lumière de ce qui se passe près de Lille, à la Madeleine, où le maire a décidé d'installer des caméras pour filmer les clients de prostituées, est-ce qu'il faut pénaliser les clients de prostituées? C'est un débat sans fin. Vous avez un avis ou pas? Moi, j'ai voté. Enfin, moi, je suis pas contre. Je l'ai dit. Vous n'êtes pas contre qu'on punisse les clients de prostituées? Ouais, je suis pas. Oui, vous êtes pour donc. Si vous n'êtes pas contre. Oui, mais en étant consciente que ça résoudra pas le problème. C'est-à-dire que. Attendez, vous n'êtes pas contre, vous êtes pour, mais vous dites c'est pas la solution. C'est pas, je dis que Jean-Jacques Bourdin, je dis très clairement que ceux qui disent partout on va abolir la prostitution racontent des cracks. Ça fait des milliers d'années plus que ça existe et on n'abolira pas la prostitution. Maintenant qu'on envoie le signal que choisir d'être client, participer à ça, c'est participer à des réseaux, c'est participer à l'exploitation humaine. Donc, je l'ai dit, moi j'y suis plutôt favorable, mais je ne veux pas qu'on fasse semblant qu'on résout le problème, parce que c'est pas vrai, en fait. Vous dites oui, donc c'est un signal, les clients. en quelque sorte, Jean-Jacques Bourdin, c'est un signal symbolique. Au Bois de Boulogne ou et Jean-Jacques Bourdin, en matière de caméras, l'urgence à Paris, c'est d'en installer sur la voie publique dans Paris pour lutter contre l'insécurité et pas particulièrement en Bois de Boulogne. En tout cas, c'est pas mon urgence. Faut être très clair sur la question des caméras. À Paris, pendant des années, la municipalité actuelle, les sortants qui sont là depuis 13 ans, ont refusé les caméras. Ils les ont refusés. Et puis en 2006, ils en ont accepté le principe, mais ils ont demandé à ce que ce soit l'État qui le fasse. Ils ont quasiment pas cofinancé. En gros, ils ont laissé faire. Du coup, à Paris, on est en retard, comme ils ont refusé pendant longtemps. Il y a qu'1 millier de caméras en surface. C'est pas du tout assez. C'est moins en proportion par nombre d'habitants que même dans certaines grandes villes de province. Et aujourd'hui, moi, je propose de doubler le nombre de caméras en surface parce qu'on en a besoin, parce que c'est un outil au service des forces de l'ordre. Et je vois en face de moi des sortants qui se déchirent sur le sujet, avec une candidate socialiste qui explique que finalement elle serait pour, alors qu'elle a longtemps dit qu'elle était contre, ou en tout cas qui s'y sont opposés. Et puis le front de gauche avec lequel il s'apprête à s'allier entre deux tours, qui lui demande carrément qu'on démonte les caméras existantes. Et ben je crois que c'est des sujets sur lesquels il faut être très clair. Il y a un problème d'insécurité à Paris. C'est une responsabilité première du maire de Paris. On n'a pas à se chercher des excuses quand on est maire de Paris. On a à trouver des solutions. Je propose, 1, de me battre pour qu'on puisse avoir une police municipale. 2, je veux mettre en place une police de quartier. 3, je veux augmenter le nombre de caméras. 4, je veux demander, je ferai pression, je réclamerai au préfet de police qu'on ait à nouveau des arrêtés pour lutter contre la mendicité agressive. Voilà, vous allez faire quoi ? Comment vous luttez contre la mendicité agressive? Qu'est-ce que vous faites de tous les sans-abri? Entre 10 et 15 000. Jean-Jacques Bourdin, il faut faire la différence entre les sans-abri et la mendicité agressive. Alors les sans-abri, vous faites quoi? 10, 15 000. Il y a une différence entre les sans-abri et la mendicité agressive. Évidemment. Je le dis très clairement. La mendicité agressive, c'est très souvent, attention, c'est très souvent des réseaux avec de l'exploitation des personnes et notamment avec de l'exploitation des enfants. Les sans-abri sont des situations très différentes qui ne se règlent pas d'ailleurs
par une position commune. J'ai 3 propositions concernant les sans-abri, qui est un sujet sur lequel je me suis toujours beaucoup mobilisée, ayant été par ailleurs ministre en charge de l'hébergement d'urgence. À l'époque, par exemple, on avait investi de l'argent du plan de relance pour rénover les hébergements d'urgence, parce que j'avais été très choquée de voir dans les nombreuses maraudes que je faisais pour accompagner le SAMU social, pour accompagner les associations, de voir qu'il y avait des sans-abri qui refusaient certains hébergements parce que il y avait de la promiscuité, parce que et finalement on a droit, y compris dans l'hébergement d'urgence, et justement dans l'hébergement d'urgence, on a droit à la dignité. Et on avait investi de l'argent pour que ces hébergements soient des lieux dignes. 3 propositions. D'abord, vous avez les personnes qui viennent de tomber dans la rue à la suite de la crise. Des personnes qui très souvent ne vont pas demander l'assistance aux services sociaux parce qu'ils ont honte. Par exemple, des personnes qui ont droit au RSA Nathalie, et qui ne vont pas. Alors c'est quoi? Vis-à-vis de ces personnes, je souhaite développer quelque chose qui existe. Par exemple, une association qui s'appelle la Bagagerie au Halles, ou quelque chose qui existe à la Mide-Pain, mais pas la partie hébergement, dans le 13e, l'autre partie qui consiste à avoir souvent adossé au bain-douche un service qui est un service où vous pouvez avoir un casier où laisser vos affaires, où vous pouvez rencontrer une assistante sociale, où vous pouvez adresser vos mails, vous avez des ordinateurs, vos courriers de manière un petit peu discrète. Bref, des services qui vous permettent de rebondir quand vous venez de tomber à la rue et que vous êtes dans cette situation dans laquelle vous avez besoin d'assistance, mais vous êtes en situation de retravailler rapidement. Après, il y a les personnes qui sont très éloignées du travail, qui peuvent pas prendre un 35 heures tout de suite. Il y a un système qui a été développé par une association qui s'appelle Emmaüs Défi. Juste un mot, Emmaüs Défi, c'est le système premières heures. C'est un système formidable. J'en ai parlé ce matin sur RMC, vous le soutenez. Je souhaite le développer. Vous irez aujourd'hui? Je souhaite le développer. Aujourd'hui, je peux pas y aller parce qu'ils ont mis la conférence de presse à un moment auquel je ne pouvais pas. Ils le savent, mais j'ai visité Emmaüs Défi. Je connais le patron d'Emmaüs Défi. Je trouve ça formidable ce qu'il fait et je souhaite le développer à Paris. Bien. Voilà, sur BFM, la liste des autres candidats, parce qu'il faut maintenant étant... Mais oui, non, mais vous n'y êtes pour rien. Mais sur RMC, bfmtv.com. Voilà. Vous avez la liste des autres candidats. Merci Nathalie. Merci. Merci.